C'est bon? Bonsoir à tous. On est très heureux d'accueillir ce soir donc Philippe Chalmin. Philippe, vous êtes diplômé d'HEC, agrégé d'histoire, docteur d'État de l'Université Paris-Sorbonne. Vous intervenez régulièrement dans les médias sur les problématiques de matières premières qui font l'objet de toute votre attention. Vous intervenez dans la presse nationale également, Le Monde, La Croix, Le Nouvel Économiste. On vous a entendu récemment sur France Inter un matin. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Alors encore professeur émérite. Professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Et donc vous êtes spécialiste des marchés de matières premières. Vous êtes fondateur du cercle Cyclope qui publie chaque année un rapport complet sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières. Vous êtes parrain de la promotion 2024 et donc vous allez nous parler d'un sujet qui agite beaucoup aujourd'hui, en particulier les médias, les tensions sur les marchés de matières premières, dans un contexte également de transition énergie-climat avec la rareté de certaines ressources qui commencent à se faire sentir, dans un monde où à plus de 7 milliards d'humains, voilà, certaines ressources deviennent rares. Vous avez parlé de croissance en particulier, puisque la notion de croissance fait aussi l'objet de pas mal de débats. Est-ce qu'elle est effectivement encore soutenable? Est-ce qu'elle appartient à l'ancien monde? Est-ce qu'elle appartiendra encore au nouveau monde, etc. Donc c'est des sujets qui sont riches. Et je vous remercie donc chaleureusement d'être venu ici à Strasbourg ce soir et pour rencontrer cette promotion que vous aviez vue à l'époque en visio, puisque nous étions en mode pas confiné, mais presque. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bien, merci. Et n'inversons pas les choses. C'est moi qui dois présenter d'abord toutes mes excuses à mes filleuls de la promotion 2024 de ne pas être encore venus les rencontrer. À l'époque, on était en post-confinement. Et pour ne rien vous cacher, j'étais littéralement à l'autre bout de la France, c'est-à-dire dans mon cher Pays Basque, et c'était un peu compliqué de remonter jusqu'à Strasbourg. Je suis donc très heureux ce soir de faire votre connaissance, et surtout que vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler votre parrain. C'est vrai que c'est en dernier, on peut me voir aller pendant 15-20 secondes sur les chaînes de télévision du style « Pourquoi est-ce que le prix de l'essence est si élevé ?» Ben oui, c'est parce que le prix du pétrole monte. Voilà, et à peu près. Ensuite, on passe à un autre sujet. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin ce soir, et j'ai proposé comme thème de cette conférence le temps du monde fini a-t-il commencé? Le grand défi du XXIe siècle. Alors, le temps du monde fini commence, c'est une phrase assez célèbre que l'on doit à Paul Valéry. Paul Valéry, je vous autorise à avoir un peu oublié qui c'était, même s'il y a un peu partout des collèges, des lycées Paul Valéry. Ce fut un écrivain, un poète, un philosophe. On disait même de lui qu'il a été un peu, dans l'entre-deux-guerres, une sorte de poète officiel de la Troisième République. Et en 1931, dans un ouvrage qui s'appelait « Regard sur le monde actuel », Paul Valéry avait écrit donc « Le temps du monde fini commence ». Il y a une autre phrase d'ailleurs qui est souvent réutilisée de lui, je vous le signale, dans le même livre. Il avait, et cette phrase est intéressante, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir, il écrivait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Il parlait à l'époque de la civilisation occidentale au moment de la montée vers la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons au temps du monde fini commence. Le contexte dans lequel il l'écrit est assez clair. Pour lui, nous sommes donc en 1931, milieu de l'entre-deux-guerres, il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus sur les cartes de terra incognita. Il n'y a plus de zones blanches que l'on puisse découvrir. Toute l'Afrique, toute l'Asie centrale ont été cartographiées. On peut dire quelque part, dans son esprit, que les hommes avaient fait véritablement le tour de la Terre, quelque part, alors que le mot n'était pas utilisé. C'était le temps pour lui
d'une certaine forme de mondialisation. Alors pourquoi réutiliser cette phrase aujourd'hui? Le temps du monde fini commence. Pourquoi est-ce qu'elle sonne quelque part assez vraie, ou du moins plausible, en ces premières années du XXIe siècle? C'est que nous avons l'impression de toucher quelque part nos limites. Ça, c'est mon téléphone. J'espère que vous avez débranché les vôtres. Je vais débrancher le mien, bien entendu. Je vous prie de m'en excuser. Et non, je ne sais pas pourquoi le prix de l'énergie est en train de s'effondrer. Le prix du pétrole dépasse les 90 $. On y reviendra. Bon, je reviens là-dessus. Donc, l'impression que le monde a quelque part touché ses limites. Ces limites, que celles-ci soient démographiques, soit environnementales, et bien entendu aussi en termes de disponibilité de ressources. Alors, limite démographique, c'est peut-être là où nous avons un petit peu le plus de certitude. Actuellement, il y a sur Terre 7,5 milliards d'êtres humains. En nombre de régions, la croissance démographique baisse, voire la population recule. Allez juste de l'autre côté du Rhin, vous serez en Allemagne, la population allemande est stagnante et ne se maintient en fait que par un volant d'immigration. Il en est de même du Japon, de la Russie, et il en sera de même assez rapidement de la Chine. Le processus de transition démographique est déjà largement en cours et on sait à peu près que ce sera un événement très important dans l'histoire des hommes. Moi, je ne le connaîtrai pas, mais vous avez quelque chance, avec votre espérance de vie, de le connaître. C'est que vous connaîtrez ce moment extraordinaire où la population mondiale atteindra son étiage. Peut-être commencera-t-elle à diminuer un peu, mais au moins se stabilisera-t-elle. À ce moment-là, pour les plus vieux d'entre vous, enfin ceux qui atteindront, qui seront centenaires peut-être à ce moment-là, eh bien, donc comme vous devez avoir entre 20 et 22 ans, vous êtes né avec le siècle, donc peut-être verrez-vous le 22e siècle quelque part. Soyons optimistes. Hein. Pour l'instant, votre espérance de vie, elle est de 85 ans, donc vous aurez peut-être un peu de mal à y arriver, mais quand même. Toujours est-il que si vous êtes encore de ce monde, vous vous compterez sur Terre entre 10 et 11 milliards. C'est-à-dire, grossièrement, 2,5 à 3 milliards d'êtres humains de plus sur notre planète pour atteindre quelque part le plein d'hommes. Ces 2,5 à 3 milliards d'êtres humains, ils viendront pour l'essentiel, à hauteur de 2 milliards au moins, ils viendront d'Afrique. Ce qui montre bien d'ailleurs tout le problème qui sera celui, incontestablement, du continent africain. Bien entendu, je ne raisonne là qu'en nombre, car il est clair que nous assisterons, on le voit déjà dans les pays les plus mûrs, on assistera à un vieillissement des populations, mais la vraie question est de savoir comment vivront ces 10 ou 11 milliards d'êtres humains. Est-ce que, et ça c'est la grande question du XXIe siècle, est-ce que nous arriverons à éradiquer la pauvreté? La pauvreté, il y en a une des pauvretés qu'on peut mesurer. Sur les 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre aujourd'hui, il y en a 1 milliard, ce sont les calculs de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, il y en a 1 milliard qui souffrent non pas tant de la faim que de la malnutrition, c'est-à-dire en réalité de la pauvreté alimentaire, qui est au fond la première de toutes les pauvretés. La pauvreté, elle est probablement beaucoup plus importante. Et le grand défi de ce XXIe siècle, c'est de permettre à 10 milliards d'hommes au moins d'échapper à la pauvreté, et en particulier
aux 2 à 3 milliards supplémentaires qui vont venir, pour l'essentiel, de zones, de régions où la pauvreté est largement endémique. Aujourd'hui, si je prends un petit peu, et si je manie à la serpe le monde, aujourd'hui, sur mes 7,5 milliards d'êtres humains, j'en ai 1 milliard qui viennent des pays riches. Je ne dis pas que dans les pays riches, il n'y a pas des pauvres. Mais globalement, pays comme la France, l'Europe au sens large, nous sommes des pays riches. Il y en a 3,5 milliards qui sont de ce que nous appelons des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui sont en train de décoller. Modèle Chine, bien entendu, Inde, une partie de l'Asie. Là aussi, il y a des pauvres. Là aussi, il y a des augmentations d'inégalités. Il n'en reste pas moins que pour la plupart d'entre eux, il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Puis il y a 3 milliards d'individus sur Terre qui viennent de pays structurellement pauvres, ce que, dans le jargon toujours un peu hypocrite des Nations Unies, on appelle les pays les moins avancés, pour ne pas dire les plus reculés, malheureusement. Si on ne fait rien à la fin de ce siècle, j'aurai toujours 1 milliard de riches, j'aurai 4 milliards de pays émergents qui auront probablement rejoint à ce moment-là le peloton des riches, et j'aurai 4 milliards de pays pauvres. C'est vous dire d'habitants des pays pauvres. C'est vous dire quel est déjà le défi majeur du XXIe siècle, et ça on a toujours tendance à l'oublier, c'est un défi de développement économique pour des populations qui aujourd'hui encore n'ont pour l'instant pratiquement aucune espérance. Premier constat démographique. Deuxième constat environnemental. Bon, là, vous êtes à peu près tous briefés là-dessus. Vous entendez, bien entendu, tout ce qui se dit, notamment au moment, chaque année, de la grande messe des COP. Nous sortons de la COP 26 à Glasgow. Vous savez que dans le courant du XXIe siècle, oui, le climat va évoluer. Nous allons assister à un réchauffement de la planète qui sera probablement de l'ordre de 2 degrés. Ne nous faisons pas d'immenses illusions. Les objectifs 1,5 degré sont probablement intouchables à l'heure actuelle, étant donné la lenteur des prises de décision. Nous en connaissons aussi les conséquences en termes de niveau des océans, les conséquences en termes de mutation climatique, les conséquences aussi, tout bêtement, j'y reviendrai là-dessus, en termes de cultures agricoles. Ajoutons à cela les conséquences qu'il peut y avoir, je dirais, dans notre rapport à la nature, d'un passage de plus en plus rapide vers des civilisations urbaines. Il y a 2 ou 3 ans à peu près, on a passé un moment symbolique où le pourcentage au niveau de la planète de gens habitant les villes, population urbaine, a dépassé celui habitant les campagnes, population rurale. On le voit bien aujourd'hui, ce déséquilibre a tendance à s'accentuer avec le développement de mégapoles dans la plupart des cités de ce qu'on appelle encore le tiers-monde. Je rajouterai d'ailleurs finalement toute l'évolution des relations entre l'homme et la nature, les problèmes que ceci peut représenter en termes de biodiversité, etc. C'est vrai que pendant longtemps, l'homme a longtemps subi la nature, qu'aujourd'hui il la domine et souvent de manière un petit peu aveugle. Si je regarde les choses de manière positive, je me dirais, oui, mais ça fait quand même 15-20 ans que nous commençons à prendre conscience de ces problèmes, que l'environnement, que les questions de changement climatique, que les rapports que nous lisions du GIEC, etc., sont devenus quelque chose de totalement incontournable. Et c'est vrai qu'il y en avait besoin, tant les 2 siècles précédents avaient été 2 siècles de croissance sans frein, de progrès,
mais aussi, bien entendu, de destruction. La chose négative, c'est quand même de constater qu'au-delà de cette prise de conscience, la communauté internationale s'est révélée d'une inefficacité à peu près totale, que chaque année, nous avons un grand jamboree avec ce qu'on appelle les COP, et dont la seule décision est de se réunir un an plus tard pour essayer de voir si on aura fait quelques progrès et de constater malheureusement que les progrès qui peuvent être faits restent beaucoup trop limités. Ceci étant, ce serait une erreur, j'y reviendrai, de sombrer dans une sorte de retour vers un passé idéalisé. J'entends, et dans votre génération, j'en entends pas mal quand même, des gens dire « oui, mais c'était mieux avant, au fond, pourquoi cette croissance? L'idéal ne devrait-il pas être celui de la décroissance ?» Je vous rassure, Yannick Jadot est un de mes anciens élèves à Dauphine, et donc je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps encore, mais j'avoue qu'il y a des choses que j'ai du mal à accepter de ce côté-là. Je reviendrai sur la décroissance. Je voudrais simplement vous rappeler une chose, c'est que l'histoire des hommes n'est pas une histoire de bataille, c'est une histoire dont on se rappelle des grands événements, des guerres, etc. Ce que l'on oublie, c'est que cette histoire, elle s'est bâtie sur aussi bien des misères. Il est peut-être pas inintéressant de rappeler, je vous disais que vous avez le privilège d'être des étudiants, vous avez une espérance de vie qui est de l'ordre de 80-85 ans et vous travaillerez gentillettement 35 ou 40 heures, le reste ce sera presque du plaisir en comptant vos nombres de semaines de congés payés. Il y a un siècle, en 1900, l'espérance de vie d'un Français, déjà donc quelqu'un qui avait atteint un certain niveau de développement économique, l'espérance de vie d'un Français était de 55 ans, il bossait 70 heures par semaine, les congés payés n'existaient pas, et 2/3 du budget d'un ménage d'ouvriers était tout simplement consacré à l'alimentation. Vous imaginez le progrès qui a été fait durant ce XXe siècle, certes au prix, bien entendu, d'évolution vis-à-vis de l'environnement, qu'aujourd'hui, il faut bien entendu reconnaître qu'il est nécessaire de prendre en compte et de prendre en compte notamment les limites que nous impose à la fois le nature, le climat et, troisième point que je voulais aborder, que nous impose nos ressources. Grande question. Est-ce que, alors ça vous intéresse, vous qui êtes des ingénieurs, puisque vous allez bricoler quand même sur des choses de concret. Allons-nous manquer de ces ressources fossiles et minérales dont, avec votre génie, on fait des objets qui aujourd'hui nous apparaissent totalement indispensables? L'idée de manquer, elle est fort ancienne. Un économiste que je ne peux pas vous conseiller de lire, mais qui a laissé son nom à l'histoire, dans une expression d'ailleurs, c'était au début du 19e siècle, c'était Malthus. Et on parle de malthusianisme. Que disait Malthus? Il s'étonnait de la capacité des hommes à se reproduire tels des lapins, et donc à ne pas être capable d'avoir une croissance démographique qui soit compatible avec les ressources de l'époque. La problématique malthusienne est un grand classique et on la voit ressortir régulièrement. La dernière fois, parce qu'elle ressort actuellement, mais la fois précédente, c'était, à l'époque j'avais exactement votre âge, c'était au début des années 70, juste après mai 68, il y avait quelque chose qui s'appelait le Club de Rome, et le Club de Rome avait commandé un rapport à des économistes américains, les Meadows, qui était un couple qui était professeur au MIT à Boston, et ce rapport fut publié en anglais en 1971, il s'appelait Limits to Growth,
Et en français, où on aime bien aller beaucoup plus loin, ce rapport passa à la postérité, le rapport halte à la croissance. Que disait halte à la croissance? Il disait, mais à la fin du siècle, on est en 72, donc c'était le XXe siècle dont il parlait, à la fin du siècle, il n'y aura plus de pétrole, il y aura pratiquement plus de gaz naturel, de très nombreux métaux auront été épuisés, et le monde ne sera pas capable de se nourrir. La malnutrition reste. Alors là, je pourrais vous en citer d'ailleurs par cœur un certain nombre de pages, puisque ce fut moi aussi mon livre de chevet dans ces années-là. Le monde ne sera pas capable de se nourrir. De manière intéressante d'ailleurs, début des années 70, l'écologie n'existait pas encore pratiquement. René Dumont sera le premier candidat vert à la présidence de la République, et ce sera en 1974. Et dans Halte à la croissance, il n'y avait pas vraiment d'interrogations et de problématiques environnementales ou climatiques. C'est venu après. Aujourd'hui encore. Donc là, c'était les années 70. Il se trouve que il y a quelques années, on a réédité Halte à la croissance. Et aujourd'hui, juste en ce moment, là, nous sommes en train de vivre des tensions un peu équivalentes. Nous avons aujourd'hui un choc sur les marchés des ressources naturelles, comme on en avait connu dans les années 2008-2012, comme nous en avions connu dans les années 70. Regardez ce qui se passe. Nous avons un choc énergétique. Un choc énergétique, alors, qui est intéressant, parce que d'habitude, les chocs énergétiques, ceux auxquels on réfléchit, les chocs pétroliers des années 70, 73, 79, et même en 2008, c'était toujours le pétrole qui donnait le là au complexe énergétique. Là, en 2020, la crise, elle n'est pas venue du pétrole. Elle est venue du gaz naturel. C'est le gaz naturel qui a déclenché, qui a été l'étincelle qui a déclenché la crise énergétique. J'imagine qu'en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas encore concerné par les factures de gaz de vos logements. Peut-être votre directeur, je ne sais pas d'ailleurs comment vous négociez vos factures de gaz. Mais il faut savoir qu'en Europe, exprimé en euros, le prix moyen du gaz naturel en 2021 a augmenté de 397% par rapport au prix moyen de 2020. Je pourrais vous faire tout un cours, mais on n'en aurait pas le temps, sur la formation des prix du gaz naturel. Pourquoi ceci concerne aussi d'ailleurs la scène asiatique? Pourquoi aussi d'ailleurs cette flambée des prix du gaz naturel en Europe s'est immédiatement transmise sur le prix de l'électricité? Et sur le prix de l'électricité, nous avons une augmentation un petit peu moins importante, mais le prix à peu près moyen de l'électricité en Europe en 2021, et je vous parle de moyenne 2021, s'est trouvé 220% plus haut qu'en 2020. Le pétrole, j'imagine que vous êtes vaguement au courant, je ne sais pas si sur vos mobylettes ou autre machin de ce genre, mais je ne doute pas que comme vous êtes jeune, dynamique, etc., vous avez des vélos, et pas électriques, s'il vous plaît. De toute façon, c'est relativement plat par ici, donc ça n'est pas trop gênant. Mais si vous aviez à payer votre carburant, vous seriez rendu compte que ça a augmenté. Alors, une des grandes chances, c'est qu'en France, on a tellement de matelas fiscal que l'augmentation est plus relative, puisqu'elle ne porte que sur une partie du prix. Il ne nous a pas échappé que l'année dernière, quand même, le prix moyen du baril de pétrole a augmenté d'entre 50 et 60% suivant les qualités. Alors, on est aujourd'hui un peu au-dessus de 90 $ le baril. On va peut-être atteindre les 100 $ le baril. On n'est pas au niveau record. Autant sur le gaz naturel, on n'a jamais eu des prix pareils, autant sur le pétrole, on se trouve à des niveaux qui seraient presque raisonnables. Le plus haut du prix du pétrole, ça s'est passé le 10 juillet 2008. On était à 147 $ le baril. On doit être aujourd'hui à 93 ou 94. Vous voyez qu'on a quand même encore une certaine marge de progression et que si, par exemple, si jamais ce que Vlad the Mad
c'est ce que j'ai trouvé dans une revue anglo-saxonne, Vladimir le Fou. Donc, Vladimir Poutine, si Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, vous verrez, nous passerons, alors là, on aura encore une flambée encore plus élevée sur les prix du gaz, et le pétrole passera au-delà des $100 le baril. Donc, nous vivons aujourd'hui un choc énergétique, nous vivons une crise sur les marchés des métaux. Alors, il y a des métaux qui vous intéressent. Par exemple, dans les soudures, dans le domaine de l'électronique, des semi-conducteurs, qu'est-ce que vous utilisez? De l'étain. L'étain, en quelques années, est passé de 10 000 à 45 000 $ la tonne. Nous avons des tensions sur le lithium. Et vous savez que, pour ceux d'entre vous qui ont des vélos électriques ou autres machins de ce genre, ben, vos batteries, c'est lithium-ion, c'est-à-dire du lithium et du cobalt. Je suis assez nul ensuite. Moi, je suis un autodidacte. Hein, j'étais nul en physique, donc de ce côté-là. Mais j'apprends un petit peu. Flambé aussi. Et quand on parle, bien entendu, d'électricité, ben, pour transporter l'électricité, il faut du cuivre, flambé sur les prix du cuivre, etc. Et je rajouterai d'ailleurs des fortes tensions aussi sur les marchés agricoles. Donc nous sommes dans un temps, juste maintenant, où on peut tout à fait se demander, est-ce que au fond, le monde ne va pas manquer? Qu'en est-il? Qu'en est-il des ressources, des réserves à notre disposition? Sur les énergies fossiles, objectivement, on n'a pas trop de problèmes. On n'a pas trop de problèmes. Alors, je rappelle que la différence fait une différence entre ressources et réserves. Ressources, c'est ce qui, logiquement, peut exister et qui serait éventuellement exploitable. Réserve, c'est ce qui est vraiment identifié et qui peut, bon, évidemment, il faut investir dans des capacités d'extraction, mais quand on parle de réserves, ce sont des réserves qui sont prouvées. Quand je raisonne uniquement sur les réserves, on peut estimer que les problèmes ne se poseront pas au XXIe siècle en ce qui concerne les énergies fossiles. En clair, on a plus de 50 ans de réserves de pétrole, et même, c'est intéressant d'ailleurs sur le pétrole, il y avait une expression, vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelait le peak oil. Le peak oil, pendant longtemps, ça a été la question de savoir quand est-ce que le monde allait atteindre son maximum de capacité de production de pétrole. Aujourd'hui, quand on parle de peak oil, on parle du maximum de consommation de pétrole. C'est-à-dire que nous sommes à peu près tous d'accord sur l'idée que la consommation de pétrole va peu à peu diminuer et que le peak oil en termes de consommation sera atteint quelque part entre 2030 et 2040. Donc, on voit bien que le problème de la disponibilité en pétrole aujourd'hui, au niveau de la planète, ne se pose pas. Il en est de même sur le gaz naturel, où là, les réserves actuellement sont de 70-80 ans, même sans tenir compte des potentiels de gaz de schiste. Le charbon, alors vous me direz c'est dégueulasse, j'en conviens, mais là, on a plus de 120 ans de réserve. Et en fait, sur ces ressources fossiles, le problème est beaucoup plus celui du cycle de l'investissement et puis éventuellement sur quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire la dépendance géopolitique. Pour les minerais et métaux, je dirais que là aussi, la chose est un petit peu la même. La chose est un petit peu la même, mais finalement avec les mêmes ressorts en termes d'investissement, en termes de géopolitique, en termes de développement de nouvelles utilisations. Parce que votre monde, celui de la technologie, est très intelligent. Vous découvrez, vous êtes dans un monde en perpétuelles inventions. Le problème, c'est que les dites inventions, à certains moments, elles créent de nouveaux besoins, de nouveaux usages.
Ou d'en donner un exemple. Un des grands progrès de l'industrie automobile, c'est d'avoir mis au bout des pots d'échappement des pots catalytiques, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de votre voiture. Un pot catalytique, si c'est une voiture diesel, il y a un peu de platine. Si c'est une voiture à essence, il y a un peu de palladium. Et donc, on a vu de nouvelles utilisations de ces deux métaux qui jusque-là étaient un peu utilisés en bijouterie et puis aussi dans l'industrie, mais de manière un peu confidentielle. De la même manière, si la filière hydrogène se développe, elle va réclamer une intensité en termes d'utilisation de platine qui risque assez rapidement de poser des questions et des problèmes d'approvisionnement. Les éoliennes, c'est moche, on en est d'accord. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des aimants. Et ces aimants, vous allez avoir besoin de certaines terres rares, comme le néodyme, par exemple. Les batteries, c'est vachement bien d'avoir des véhicules électriques, d'avoir des vélos électriques, d'avoir des trottinettes électriques, admirable. Et donc, on a vu un extraordinaire développement de la demande de batteries. Première génération, c'était plutôt, alors je le fais très bref, lithium, cobalt. Alors, comme on s'est rendu compte que le cobalt, ça venait d'endroits qui étaient peut-être pas très très propres, etc., on a une deuxième génération, moins efficace, j'en conviens, lithium, dans lequel le cobalt est remplacé par du nickel. Je m'arrête assez vite et je contrôle vos éminents professeurs qui verraient assez rapidement que j'atteins mes zones d'incompétence totale. Mais ce qui me frappe, c'est que, bien entendu, il faut toujours se dire que ce qui est aujourd'hui un métal, qu'est-ce que c'est qu'un métal stratégique? Qu'est-ce que c'est qu'un métal sur lequel on va avoir une demande particulièrement importante? Le sera-t-il encore demain? Est-ce que dans 20 ou 30 ans, vos enfants, comment vont-ils se déplacer? Est-ce qu'il y aura encore des voitures? On n'en sait rien. Est-ce que l'électricité se sera développée? Est-ce que, par exemple, ce qui est totalement incontournable aujourd'hui sur les batteries électriques, c'est le lithium. Est-ce que, et donc on est en train de nous dire qu'il va falloir multiplier la production mondiale de lithium par 6 ou 7 pour satisfaire à la demande en fonction des projections que l'on a sur le parc électrique mondial. Est-ce que d'ici là, des têtes bien faites comme les vôtres n'auront pas inventé quelque chose qui permettra d'éviter le lithium? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. À partir de là, se trouve, bien entendu, toute la problématique du cycle de l'investissement. Sachant que lorsque quelqu'un investit dans une mine, celle-ci ne sera vraiment opérationnelle 5, 10, 15 ans plus tard. La plus grande mine de cuivre aujourd'hui, qui est le plus grand projet qui a été développé ces dernières années, ça s'appelle Oyu Tolgoi. C'est une entreprise australienne, Rio Tinto, qui l'a développé en Mongolie. C'est un projet qui remonte à la fin des années 90. Ils n'ont toujours pas terminé la deuxième phase du projet. Je veux dire que le temps de la mine, le temps du champ pétrolier est un temps long, d'autant plus que bien souvent, les recherches minières sont plus ou moins acceptées. L'Europe manque de lithium. On n'a pas beaucoup de lithium. Alors, on a du lithium en Alsace, je vous signale. Et il y a tout un projet de développer l'exploitation du lithium, mais à partir des eaux du bassin rhénan. Donc, d'un point de vue environnemental, ça devrait passer. Mais le plus grand projet potentiel de lithium en Europe, c'est en Serbie. Les Serbes n'ont pas envie d'avoir une mine de lithium chez eux. Alors, en plus, c'était une entreprise australienne qui le développait. Et je vous rappelle que les Australiens n'ont pas voulu d'un joueur de tennis serbe. C'est un peu facile ce que je dis là, mais ça a peut-être un peu joué. Toujours est-il que le Parlement serbe vient de refuser
cet investissement de Rio Tinto qui devait être la plus grosse unité de production de lithium en Europe, ce qui nous paraissait important pour notre indépendance à la fois technologique, mais aussi économique, voire politique. Nous avions un grand projet en France, pas en France métropolitaine, mais en Guyane, d'une mine d'or, montagne d'or, qui a été elle aussi totalement bloquée d'un point de vue, alors pour des raisons ouvertement environnementales, assez souvent bassement politiques, soyons honnêtes. Donc, déjà, il faut qu'il y ait un cycle de l'investissement qui soit lancé, et puis se trouve aussi le fait que les matières premières, on a toujours tendance à penser que c'est un privilège pour un pays que d'avoir des ressources minières, que d'avoir des ressources énergétiques qui vont pouvoir se développer plus vite. L'histoire nous enseigne quelque chose de totalement différent. Elle nous enseigne quelque chose qui s'appelle la malédiction des matières premières. Regardez le sort de nombre de pays pétroliers, du Nigeria au Venezuela, de la Libye à l'Iran ou l'Irak. Et dans le domaine des minerais et des métaux, c'est pareil. Regardez ce que l'on appelait des scandales géologiques, comme la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, la Guinée, pour ne citer que les principaux. Malheureusement, l'exploitation des matières premières, elle est facteur de troubles économiques, de troubles politiques, de corruption, d'instabilité, et l'on voit bien, finalement, toute la dépendance que l'on peut avoir. Pour l'instant, le cobalt est presque incontournable dans l'industrie des batteries. 60% des réserves mondiales de cobalt sont en République démocratique du Congo, qui n'est pas exactement un havre de paix et d'amour du prochain. Et donc, c'est peut-être là-dessus que se posent les incertitudes majeures en termes de ressources. Face à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a toujours, et ça c'est important, et c'est des sujets sur lesquels moi je vous incite je disais toujours à mes étudiants, vous savez, il y a deux domaines d'économie porteuse, les vieux et les déchets. Alors les vieux, je ne vais pas revenir sur les EHPAD, mais ça montre bien qu'il y a probablement des choses à faire là-dedans. Et les déchets, bien entendu, car nous avons des mines sous nos pieds que nous ne savons pas utiliser. C'est le rêve de l'économie circulaire. Et je pense que là, il y a énormément de choses à faire. De recycler les petits téléphones portables que vous avez eu la gentillesse pour l'instant d'éteindre pour me laisser parler. C'est aussi, bien entendu, tout le champ des nouvelles technologies, au risque, bien entendu, de créer de nouvelles dépendances. Je voudrais vous donner un exemple là-dessus, qui illustre d'ailleurs la crise énergétique dans laquelle nous nous trouvons. Au départ, il y a une idée qui est excellente et à laquelle chacun d'entre nous doit adhérer. C'est l'idée de la transition énergétique. Oui, nous sommes aujourd'hui dans l'âge du pétrole et du charbon. Quand vous regardez sur la planète, dans le mix énergétique de la planète, 2/3 de l'énergie mondiale, c'est du pétrole et du charbon. Même un économiste libéral, comme l'est votre parrain, qui faut assumer finalement ce genre de fardeau, convient que le rêve pour la fin de ce siècle, ce serait un monde dans lequel on aurait des énergies renouvelables et décarbonées. Ça, c'est le rêve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En finir avec le charbon. Totalement d'accord. Aucun problème. Et je dirais qu'en Europe, on va y arriver. Bon, il y a les Polonais qui sont un peu en retard. Il y a les Allemands qui traînent des pieds. Mais on va y arriver. Le vrai problème du charbon, c'est pas chez nous. C'est la Chine et l'Inde, en particulier. Et la Chine et l'Inde, aujourd'hui, sont totalement dépendantes au charbon et pour elles, n'ont pas aujourd'hui les moyens de remplacer le charbon par quelque chose d'autre. La Chine est déjà aujourd'hui le premier producteur mondial d'énergie renouvelable. C'est eux qui ont le plus investi dans le monde dans l'éolien et le solaire, mais la croissance de leur demande et de leurs besoins d'électricité a été telle que l'année dernière encore, ils viennent de battre un record de production de charbon. En finir avec le charbon, on en est d'accord.
en finir avec le pétrole. Admirable. Et on voit bien que c'est le mouvement qui est en train de se passer. Regardez le développement. Alors, notamment dans ce qui était le précaré du pétrole, c'est-à-dire la fonction transport. Les voitures sont de plus en plus hybrides, voire électriques. En Chine, on prévoit cette année la production de 10 millions de véhicules électriques sur à peu près une production de 20 millions de véhicules, automobiles, camions et tout ce que vous avez là-dedans en Chine. Donc, la Chine est largement en avance sur l'électrification de son parc, à la fois automobile, mais aussi vélocipédique, etc. Mais le problème, c'est que pour remplacer le pétrole, l'électricité. Et d'où vient l'électricité en Chine? Pour les 2/3 du charbon. Donc, vous avez un report, c'est bien. Techniquement, c'est parfait d'avoir une voiture électrique en Chine. Mais si l'électricité est issue à partir de charbon, je dirais que ça ne présente à peu près rigoureusement aucun intérêt. Alors, si on veut éliminer le pétrole et le charbon, nous disent les bons esprits, il faut faire du renouvelable. Admirable. Mais la première génération du renouvelable, le solaire, l'éolien, elle est intermittente. Le soleil, il y a des pays où il y en a quand même beaucoup. Et ça pose pas trop de problèmes. Mais le vent, pourquoi est-ce que nous avons eu une crise du gaz particulièrement violente en 2021? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés passer des vacances en Allemagne l'été dernier. Mais en Allemagne, l'été dernier, il n'y a pas eu de vent. Comme il n'y avait pas de vent, les éoliennes ne tournaient pas. Et on a eu une baisse considérable de la production d'électricité éolienne. Et comme il faisait chaud, on avait besoin de mettre un peu de clim, etc. On a eu quand même une augmentation de la consommation d'électricité. Donc, il a fallu trouver d'autres sources d'énergie pour assurer la jointure. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces cas-là? On a trouvé du charbon, on a trouvé du gaz naturel, puis il y en avait certains qui avaient encore du nucléaire. Car les mêmes qui ne veulent plus du pétrole et du charbon, qui ne rêvent que de renouvelables, ils peuvent encore accepter le gaz naturel, mais atome 9, pas de nucléaire. Et au moment, nous sommes en pleine crise, choc énergétique, l'Allemagne, depuis le 1er janvier, il y avait encore 6 réacteurs nucléaires, ils en ont fermé 3. Je sais bien que le nucléaire peut heurter certaines de vos consciences, que vous pouvez vous dire, le nucléaire, c'est pas bien, parce qu'on ne sait pas ce que vont devenir les déchets, etc. Et qu'en plus, on risque d'enterrer les déchets pas loin de chez nous. Donc, tout ça, c'est pas bien. Reste pas moins que le nucléaire reste, à mon sens, la seule énergie véritablement décarbonée et présentant un degré de sécurité. D'accord, il y a eu quelques accidents, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Three Mile Island, il y a eu Fukushima, mais pour le reste, soyons honnêtes, nous sommes quand même sur une des énergies probablement les plus sécures de la planète. Il faut en tenir compte. Ce que je remarque simplement, c'est que, vous savez ce qui s'est passé samedi dernier? Samedi dernier, le gouvernement français vient d'accepter la réouverture de 2 centrales à charbon. Parce que le nucléaire français vieillit un peu, on est parti quand même sur une logique dans laquelle il fallait quelques symboles. On a fermé Fessenheim chez vous. Entre nous, c'est une absurdité, car si on ferme Fessenheim, il y a 25 centrales qui sont de la même génération qu'il aurait fallu fermer aussi. Mais je peux le comprendre. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et en plus le sourire du crânier, et convenez avec moi qu'à vouloir trop de vert, on a viré au noir. À vouloir être des verts les plus intégristes qui soient, on vire au noir, c'est-à-dire le retour au charbon. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement,
le 21e siècle, et là, je me permets quand même juste quelques pistes, le 21e siècle sera encore plus que le 20e, le siècle de l'électricité, il me semble. J'espère, mes chers maîtres, que je ne prononce pas d'énormité, mais il me semble que ce sera un siècle marqué par l'utilisation du vecteur électrique, et donc que cela veut dire qu'il... Alors, n'oubliez pas une chose, pour vous, l'électricité, c'est naturel. Il est naturel que j'appuie sur un bouton et que ça marche. N'oubliez pas que dans beaucoup de pays du monde, l'électricité, c'est encore un rêve. Allez vous balader en Afrique. Alors certes, vous pouvez donner de l'électricité dans des villages avec des panneaux solaires, etc. Il y a des choses qu'on peut faire. Mais ne vous faites pas. Il faut se rendre compte que de la même manière que l'alimentation, eh bien, l'électricité, ça peut être pour certains un Graal. Et il faut quand même ne pas l'oublier. Aujourd'hui, dans nombre de pays du monde, on a encore de l'électricité avec des groupes électrogènes. On en est assez loin du niveau de bonheur électrique qui peut être le nôtre. Donc nous allons probablement, et c'est là que il y aura besoin, me semble-t-il, de physiciens, d'ingénieurs dans tous vos domaines, à faire des progrès dans le domaine du stockage de l'électricité, dans le domaine de la gestion des réseaux. Mes étudiants font dans un mois un colloque sur les câbles sous-marins. Alors moi, ça m'amusait, câbles sous-marins, à la fin du 19e, c'est ce qui permettait de transporter l'information. Et aujourd'hui, les câbles sous-marins sont utilisés pour le transport de l'électricité. Vous avez les premiers câbles qui commencent à exister, notamment au travers de la Méditerranée. Ce sera probablement le siècle de l'hydrogène, je l'entends bien, même si j'atteins là mes zones d'incompétence. Maintenant, est-ce que cet hydrogène pourra être un hydrogène totalement vert? C'est la question que l'on peut se poser. Pour l'instant, je suis obligé de constater quelque part une sorte d'impasse dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se trouve cette transition énergétique en Europe, qui se traduit par le retour du charbon, par la flambée des prix du gaz, par éventuellement le retour un peu du nucléaire, par la hausse des prix du carbone, ce qui est plutôt une bonne chose, par la hausse des prix de tous les métaux destinés à l'électricité, et ça me permet de faire une transition au travers de la hausse du prix du gaz, c'est aussi la hausse du prix des engrais. Et ça va me permettre de parler très rapidement, et peut-être du plus important. On a parlé, parce qu'on pense manque de ressources, on pense immédiatement énergie, minerais et métaux, et on oublie toujours l'agriculture. Or, le problème, c'est peut-être le problème le plus important. Quand j'avais votre âge, il y avait un prof à l'agro, Joseph Platzmann, qui avait écrit un bouquin « Nourrir 10 milliards d'hommes ». Point d'interrogation. C'était, faites le calcul, il y a 50 ans. 50 ans plus tard, on peut poser tout à fait la même question. Et c'est une question à laquelle on peut répondre. Pour nourrir 10 milliards d'hommes aujourd'hui, il faut être capable de multiplier par 2 la production agricole de la planète. Tout simplement parce que on est 7,5 milliards aujourd'hui. Il y a 1 milliard de gens, vous ai-je dit, qui souffrent de pauvreté alimentaire. Il y en a d'autres qui aimeraient bien manger un peu plus. Et je ne propose pas de nourrir 10 milliards d'obèses américains, mais pas non plus de nourrir 10 milliards de véganes. J'aime bien Monsieur Fabien Roussel. Je trouve qu'à gauche, c'est un des plus amusants à l'heure actuelle. Hein. Vous allez voter, donc. Bon, et qui est partisan d'un bon steak avec un verre de vin? Je fais partie un peu de ces gens-là. Et donc, voilà. Et donc, quelque part, multiplier par 2 la production agricole de la planète, et cela à surface agricole à peu près constante. Il faut tenir compte d'une chose, c'est que la croissance des villes, elle bouffe des terres, elle artificialise des sols. Et en général, les villes, elles étaient toujours placées au cœur des régions, souvent les plus riches.
Regardez la plaine d'Alsace, par exemple. D'autre part, on voit bien tous les blocages qu'il y a face à la déforestation, face à la volonté de préserver l'environnement au sens le plus large. Il y a là d'ailleurs un tout petit peu d'hypocrisie. Vous savez que maintenant, tout le monde s'indigne parce que vous avez une sorte de front pionnier au Brésil et qui bouffe quelques morceaux de l'Amazonie. Que les gouvernements brésiliens sont tellement pourris depuis pas mal de temps qu'ils ont tendance à fermer les yeux. Maintenant, il faut sortir un peu de cette image environnementale un petit peu idéalisée. Oui, effectivement, on repousse un peu la frontière et la forêt amazonienne. Oui, on va développer quoi? On va développer, alors dans un premier temps, ce sont des pâturages, parce que les pâturages ont été poussés, venant d'un peu plus du sud, par la production de soja. À quoi ça sert le soja? À nourrir les animaux. Et ces animaux, notamment les porcs, ils sont consommés par, en particulier, ces pays émergents qui découvrent les joies de la consommation et parfois, j'en conviens, de la surconsommation. Quand j'étais un petit peu gamin, à vos âges, disons, je militais dans une ONG qui s'appelait Frères des Hommes et dont un des slogans, donc nous sommes au début des années 70, c'était la vache du riche mange le grain du pauvre. C'est-à-dire que c'est vrai que pour produire 1 kilo de viande, il faut x6 si c'est de la viande de bœuf, x3 si c'est de la viande de porc, x2 si c'est de la viande de volaille, à peu près. Et donc, l'usine animale, elle détruit un petit peu des ressources végétales. Il faut en tenir compte, mais peut-on condamner pour autant ceux dont le rêve, c'est d'avoir dans leur équilibre alimentaire un peu plus de protéines animales? Là aussi, on peut imaginer des progrès immenses. C'est moins votre domaine. On parle de l'agroécologie, on parle du génie génétique, mais j'incite quand même, là aussi, à prendre du recul. De la même manière que je vous le disais, il y a des gens dans le monde qui ne savent pas ce que c'est qu'un interrupteur électrique. N'oubliez pas qu'il y a des gens dans le monde qui ont faim. Nous, en Europe, nous n'avons plus faim. Notre ineffable Commission européenne, dans le cadre de ce projet qui n'est pas mal, le Green Deal qu'a présenté Ursula von der Leyen il n'y a pas très longtemps, qui vise la neutralité carbone de l'Europe à l'horizon 2050, ils ont une sous-partie qui s'appelle alors, à Bruxelles, on ne parle plus qu'en anglais, qui s'appelle From Farm to Fork, donc du champ à l'assiette. Et ce projet qui est de réduire, d'augmenter la production du bio, de réduire les surfaces cultivées, d'éliminer les engrais, une partie des engrais, etc. Le résultat, c'est que l'Europe verrait à cet horizon 2030 une baisse à peu près, d'après des estimations, de 15 à 20% de sa production agricole. Ça nous sera encore largement suffisant. Nous, on s'en fout, on va importer. Mais quand on regarde ça à l'échelle de la planète, oui, nous pouvons nous offrir le luxe de faire du bio, de faire de la biodynamie, etc., de retourner à des pratiques ancestrales. Souvent, je leur conseille de revenir à la traction attelée. C'est quand même beaucoup plus beau et ça, bon, mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans le reste du monde, il y a des gens qui ont faim et que ces gens, il y a un impératif qui est peut-être le plus important. Et je le dis toujours, bien le défi majeur du XXIe siècle, ça reste, au-delà de vos merveilleuses technologies, ça reste tout bêtement le défi alimentaire. Alors, quelles sont les réponses? Il va peut-être falloir que je finisse. Donc, j'arrive à la fin. Quelles sont les réponses que l'on peut donner? Il me semble qu'il y en a de plusieurs heures. La première, c'est de grâce ne pas opposer
croissance, développement économique et bien-être de la planète. En clair, les avocats de la décroissance, il y en a toujours eu dans l'histoire. Malthus était un avocat de la décroissance. Ils ont toujours eu tort. Et c'est facile. Je dirais que c'est un signe de facilité politique de dire on arrête, le gâteau n'augmentera plus. Alors soit on en garde la répartition, soit on se dit on va le partager de manière plus égalitaire et chacun se serrera un petit peu la ceinture. Non, le monde a besoin de croissance économique. Vous avez besoin d'être dans un monde qui va avancer et pas un monde qui va faire du surplace. Aujourd'hui, grossièrement, si je prends la croissance économique mondiale en 2022, c'est de l'ordre de 4%. Alors ça vous dit rien, 4%. Historiquement, c'est énorme. Parce que aujourd'hui, la croissance démographique mondiale, elle est de l'ordre seulement de 1 à 2%, grand maximum. Quand vous avez une croissance économique mondiale supérieure à la croissance démographique, là, je peux faire des maths de base, ça veut dire que le PIB per capita augmente. C'est ça qui compte. Alors vous me direz, oui, mais vous êtes un horrible économiste, vous ne raisonnez qu'en termes de PIB. Est-ce que vous êtes capable de nous parler du bonheur? Je l'entends bien, mais il y a quand même un minimum de matériel qui peut concourir au bonheur. Les économistes, ils savent pas ce que c'est que le bonheur. Par contre, ils savent ce que c'est que le malheur économique. Et donc, nous avons besoin de croissance. La nôtre, ne vous faites pas d'illusions. Alors oui, on a fait 8% l'année dernière, 7, 8, 7. On a fait 7 l'année dernière. Donc la France, on était les meilleurs élèves de l'Europe. C'était admirable. Bon, notre croissance tendancielle, qui est celle de notre démographie, qui est plutôt correcte d'ailleurs, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Et c'est à peu près la croissance tendancielle de l'ensemble des pays développés. Alors des pays pas développés, des pays avancés. Par contre, les pays émergents, eux, ils ont toujours besoin d'avancer. L'équivalent, la Chine, l'année dernière, elle a fait 5% de croissance. 5% de croissance pour la Chine, pour un pays comme la Chine, c'est l'équivalent de notre croissance zéro à nous. Ils ont besoin minimum de 5% pour accueillir, par exemple, qui est la plus grande migration de l'histoire des hommes. Chaque année, il y a 25 ou 30 millions de petits Chinois qui quittent les campagnes pour aller vers les villes. Donc, il faut qu'il y ait création d'emplois. Et c'est là quelque chose de fondamental. Je vous parle de la Chine et de l'Inde. Ils ont déjà décollé. Mais imaginez ce que c'est pour les pays les moins avancés, pour les pays africains. C'est du 10% par an dont ils auraient besoin, alors que la croissance africaine, elle se balade dans les 4-5% à l'heure actuelle, suivant les pays. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, c'est bien pire au fil des guerres et autres choses. Alors, oui, si ça peut amuser, on peut parler de décroissance. Mais on pourra parler de décroissance lorsqu'on sera arrivé un petit peu à la fin de l'histoire. Si ce dont nous rêvons pour le XXIe siècle se réalise, peut-être qu'à la fin de ce siècle, pourra-t-on imaginer pour l'ensemble du globe une sorte de croissance zéro qui serait liée à la croissance démographique. Ça, ce serait peut-être, mais nous en sommes, convenez-en, assez loin. On en est assez loin parce qu'il ne faut pas non plus, alors là, je vais en plein dans vos domaines, c'est-à-dire dans mes zones d'incompétence, il ne faut pas raisonner à univers technologique fini. C'était Éluard qui disait « il ne faut pas parler d'hier avec les mots d'aujourd'hui ». Moi, je vais inverser, il ne faut pas imaginer demain avec les technologies d'aujourd'hui. Honnêtement, il y a 50 ans, j'étais à votre place, on n'avait pas de téléphone portable et on faisait la queue sur le campus pour téléphoner à sa chère et tendre avec des pièces, ou du moins ceux qui arrivaient à bidouiller là-dessus. On avait aussi, il y avait des ordinateurs, d'énormes machins, et on programmait en basique. Enfin, moi, je signais les programmes parce que j'ai jamais rien compris à tout ceci. Bon,
imaginez ce qu'il en est. Et même sur l'évolution des 10 dernières années, votre directeur vient de me montrer qu'il est en train de prendre ses notes sur une sorte de pad et son écriture va être immédiatement reproduite dans son ordinateur. Bon, donc nous sommes aujourd'hui, là on parle des technologies d'information, de la communication, mais nous sommes au cœur, moi, de ce que j'appelle la troisième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était la fin du 19e, c'est la machine à vapeur, c'est la mécanique, notamment textile. La deuxième révolution industrielle, c'est à la fin du 20e, la première, c'est fin du 18e, la deuxième, c'est fin du 19e, c'est l'électricité, c'est le moteur à explosion, c'est les grandes bases de la chimie. À la limite, on a fait le 20e siècle là-dessus. À la fin du 20e siècle, qu'est-ce qu'on a eu? Les NBIC, nano, bio, info, cognitique, et toutes les relations qu'il peut y avoir entre ces quatre univers, avec bien entendu des différences de vitesse. Le temps de la puce est un temps beaucoup plus rapide que le temps du gène. Vous avez vu d'ailleurs, l'année dernière, nous vivons actuellement une crise sur le marché des semi-conducteurs. On découvre d'ailleurs en ce domaine, les semi-conducteurs, c'est presque une commodité, c'est presque une matière première. On découvre la dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis de Taïwan et les conséquences géopolitiques que ceci pourrait avoir. On découvre aussi que, pour certains, on en serait, on mesure maintenant en nanomètres, qu'en Europe, on en est encore à traiter du 10 ou 12 nanos, là où à Taïwan, ils ont déjà des technologies et ils sont descendus en dessous de 5 nanos. Et tout ceci pour vous dire que nous sommes dans un univers qui évolue en permanence. Et je pense que tous les Cassandres ont toujours tendance à sous-estimer ce que vous allez pouvoir inventer ou les inventions auxquelles vous allez participer. Maintenant, et c'est presque mon dernier point, maintenant, la troisième chose, c'est d'être quand même capable, dans cette vision, certes de la croissance, certes des technologies, mais peut-être être capable quand même de redonner là-dedans à l'homme toute sa place. Être capable de tenir compte des limites de l'homme, en particulier au plan politique, et de rappeler aux politiques que ce qui compte, c'est bien le bien commun. L'idée de bien commun est quelque chose, à mon avis, de totalement fondamental, que l'on a tendance à avoir oublié avec le retour des tensions géopolitiques, avec l'inquiétante réémergence de dictatures qui ne sont pas toujours éclairées. Regardez quand même ce cruel exemple que sont aujourd'hui les Jeux Olympiques de Pékin, avec aussi le problème de ces migrations liées la plupart du temps au mal-développement, lequel est lui-même issu de la mal-gouvernance. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, et là j'en arrive vraiment à la fin de mon propos, quand on parle des défis du XXIe siècle, il faut regarder aussi ce qu'a été la grande illusion, notamment de la fin du XXe siècle. Cette impression que les hommes maîtrisaient tout, qu'ils maîtrisaient l'espace, qu'ils maîtrisaient le temps, qu'ils maîtrisaient même l'âge, avec le rêve finalement d'une sorte d'allongement éternel de la vie. Avec la crise, mon analyse est que la pandémie a été une étincelle et que la pandémie, elle déclenche une remise en cause un petit peu identique à celle que l'on a connue dans les années 70. Et les 70 a été une période de grande crise. Et j'aimais bien un des slogans de mai 68. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Quelque part, il y a de cela. Parce que nous voyons les limites. La maîtrise de l'espace, je veux bien. Regardez les encombrements de conteneurs, les ports qui sont totalement saturés.
les taux de fret de conteneurs qui ont totalement explosé. Maîtrise de l'âge. Je ne voudrais pas insister en France sur le scandale des EHPAD. Plus que jamais, et c'est ça le message qu'il faut peut-être entendre, plus que jamais, l'homme a besoin de choses vachement simples, de pain, de lumière, de liberté. Et c'est ça, au fond, la grande espérance du XXIe siècle. Alors, pour conclure, comme j'avais démarré avec Paul Valéry, je voudrais finir par un autre vrai poète, parce que pour moi, Valéry, ça n'a pas été un immense poète, mais qui lui est à peu près contemporain, sauf que lui, malheureusement, est mort dans les premiers jours de la Première Guerre mondiale. Je veux parler de Péguy. Et c'est parce que j'avais conclu sur l'espérance que je me suis dit, mais il y a quelque chose de chez Péguy qui est merveilleux, qui est extrait de je ne sais plus lequel de ses poèmes, le mystère de la charité, me semble-t-il. Il écrivait, et là je vais vous le lire, sans espérance, tout ça ne serait que cimetière. Ma petite espérance, elle n'est rien que cette promesse de bourgeon qui s'annonce au fin commencement d'avril. Sans ce bourgeon qui n'a l'air de rien, qui ne semble rien, tout cela ne serait que bois mort. Vous pouvez voir le XXIe siècle, effectivement, avec l'œil un peu sinistrosant, qui ne voit que le bois mort. Et puis, vous pouvez savoir que au fin commencement d'avril, comme le dit Péguy, il y aura à nouveau des bourgeons. C'est ça, à mon sens, l'espérance du XXIe siècle. J'ai dû être, oui, atrocement long. Je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas s'il peut y avoir des questions. Les questions seront les bienvenues. Mais vous ne vous sentez pas obligé, hein. Des questions et des protestations surtout, parce qu'il est important que vous ne soyez pas d'accord. Bravo. Bonsoir. Ah. Ouais. Ah bon. C'est bon? 1, 2. C'est bon, il est allumé, je crois bien. Oui, Voilà. bonsoir. C'est bon, j'en ai un, je vous remercie. Alors, j'ai deux questions qui vont suivre. Ouais. La première, c'est qu'en fait, à un moment, vous avez cité le bien commun. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, on est dans un monde qui est de plus en plus mondialisé. Donc, et vous avez aussi parlé de l'expansion du nombre de personnes qui se trouvent sur Terre. Et du coup, je voulais savoir, pour vous, à quelle échelle se situe le bien commun? Est-ce que ça doit être à l'échelle d'un pays, donc enfin, plutôt d'une nation, on va dire, ou est-ce que ça doit être à l'échelle d'un continent, voire du monde entier? Et la deuxième? Alors, la deuxième qui vient avec, c'est est-ce que selon vous, du coup, il est nécessaire de faire des sacrifices moraux pour œuvrer pour le bien du bien commun, justement? Ah, c'est pas mal, hein. Bon, la notion de bien commun, il me semble, mais là je réponds à titre totalement personnel et sans y avoir trop réfléchi, que vous pouvez la situer au niveau de chacune des communautés à laquelle vous appartenez. Il y a un bien commun à l'intérieur de l'Institut Physique Télécom de Strasbourg. Il y a un bien commun sur l'ensemble de la communauté de Strasbourg. Il y a un bien commun français, il y a un bien commun européen. Il doit aussi y avoir, il devrait y avoir un bien commun mondial. Je conviens avec vous que c'est plus facile, enfin, c'est peut-être plus facile localement, mais ça n'est jamais totalement évident
même parce que finalement, il est parfois plus facile de penser à un prochain lointain qu'à un prochain totalement immédiat. Je peux penser plus facilement au prochain lointain qu'au SDF qui est à côté de ma résidence. Et ça peut... Mais quand je raisonne bien commun, c'est aussi à un moment donné être capable de prendre en compte l'ensemble des conséquences d'une décision et de voir quels sont, alors, ce que l'on appellerait en anglais les parties prenantes, les stakeholders, et la manière dont je peux finalement minimiser les risques, minimiser les dommages et optimiser les gains pour la collectivité. Maintenant, il est évident qu'au bout d'un certain temps, cette notion de bien commun, elle va impliquer un certain nombre de choix que je qualifierais de moraux. Et que dans vos options morales, vous allez trouver aussi tout l'environnement à la fois moral et spirituel dans lequel vous vous situez. C'est pour ça que je vais me permettre de faire une référence catholique romaine. Je m'en excuse, mais il se trouve que c'est le culte à laquelle j'appartiens, et c'est peut-être quand même une des pensées qui, dans ces domaines-là, a été peut-être la mieux définie, notamment par un texte un peu ardu, j'en conviens, d'un vieux monsieur qui actuellement a des problèmes, qui s'appelle Benoît XVI. Benoît XVI écrivit, ou du moins signa, mais il dirigea, ce qu'on appelle une encyclique dans le champ de l'économie, qui s'appelle Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité. Et que disait Benoît XVI? Mais c'est une réflexion qui sort, je dirais, du contexte général qui peut être celui du christianisme et qui, je pense, touche beaucoup plus large. Il disait, au fond, dans les sociétés, nous avons pris l'habitude d'avoir deux logiques majeures. La logique du marché, et la logique du marché, et Dieu sait si je raisonne à titre personnel, pour l'essentiel, je suis un économiste de marché. Donc, pour moi, un prix, à un moment donné, il se fixe en fonction d'une offre et d'une demande. Un prix n'est ni juste ni injuste, ni moral ni immoral. Un prix, à un moment donné, il constate un excédent ou un déficit. Je vais vous donner un exemple que je vais sortir complètement. Les prix du café flambent à l'heure actuelle, ce qui est une bonne chose pour les producteurs. Au passage, on a le prix du café en un an a doublé. Pourquoi est-ce qu'il a doublé? Parce qu'il y a eu des gelées au Brésil, qu'une partie des caféiers brésiliens ont gelé, donc le prix a doublé. C'est vrai que le prix avant, il était quand même très bas. Je n'irai pas dire qu'il était immoral, il y avait trop de café dans le monde. Aujourd'hui, bon, ça va peut-être vous coûter un petit peu plus cher de vous acheter du café. Ce sera pas dramatique non plus. Mais ceci pour vous dire que le prix du café, il est ni juste ni injuste, ni moral ni immoral. Et je ne pense pas qu'on puisse demander à l'économie de marché d'avoir et d'œuvrer, en particulier pour le bien commun. Le grand avantage de l'économie de marché, c'est qu'effectivement, elle est créatrice de richesse. Et cette création de richesse, elle est quand même essentielle dans la logique qui est la mienne, qui est une logique de croissance. Le deuxième acteur, c'est l'État. Et l'État, l'État, il est là dans une logique de compensation. Et il joue son rôle, et il joue son rôle de manière tout à fait légitime. C'est-à-dire que c'est l'État qui intervient pour compenser justement les excès à certains moments du marché, pour orienter normalement, pour être justement le vecteur du bien commun. Le problème,
c'est que l'État étant commandé par des logiques qui sont des logiques souvent partisanes et politiques, la conception que l'on peut avoir dans un hémicycle comme celui-ci, entre la droite, non, alors là, vous seriez plutôt à gauche, là, et la droite ici, elles peuvent être totalement différentes. Et c'est là où il me semble entre le marché et l'État, toute l'histoire de l'économie, elle se résume souvent à ce mouvement de balancier entre le marché et l'État. Eh bien, quelque part, ce qui permet justement d'éviter cet affrontement, c'est d'être capable, au milieu, de réintroduire l'homme dans sa capacité à discerner, dans sa capacité à donner, dans sa capacité à aller plus loin, et je dirais même dans le sens de la gratuité. Finalement, Benoît XVI en arrivait à ce paradoxe de terminer une encyclique économique par un éloge du don et de la gratuité. Quelque part, c'est peut-être ce cheminement que l'on peut trouver sur le bien commun. Donc, le bien commun, dans l'idéal, il faut arriver à le définir, et il faudrait arriver à le définir sur l'ensemble de la planète. Je vous recommande d'ailleurs quelqu'un de beaucoup plus sérieux que moi pour parler pour lire sur le bien commun, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie français, professeur à Toulouse, a pondu un livre assez gros, pas d'une digestion totalement facile, justement sur la théorie du bien commun. J'aurais tendance à dire que chacun d'entre nous peut avoir sa lecture du bien commun. Jadot a une lecture différente que la mienne du bien commun, puisque lui, il pense que le bien commun passe par l'éradication du nucléaire, passe par un rôle de l'État toujours plus important. Ma vision du bien commun est différente, peut-être parce que je suis optimiste. Et je suis optimiste en ce sens que je pense et que je crois en la capacité des hommes à pratiquer ce qui est fondamental, et qu'on a toujours tendance un peu à oublier, et qui s'appelle tout bêtement l'amour du prochain. Mais ça, c'est de l'utopie, j'en conviens d'avis. Bon, j'ai pas répondu à votre question. Sur la deuxième, est-ce que ceci... Je pense que non. Je ne pense pas que l'on puisse... s'il y a une chose que l'homme ne doit pas sacrifier, justement, c'est la vision morale qui peut être la sienne. Et je respecte totalement. Ce que je n'admets pas, ce sont les convictions qui sont énoncées un peu trop souvent pour des raisons démagogiques sur la scène politique. Par contre, j'ai un ami qui pourrait vous surprendre, qui s'appelle José Bové. Nous avons beaucoup de points de divergence, qu'il s'agisse des OGM, des gaz de schiste, etc. Je reconnais à José de n'avoir jamais transigé sur un certain nombre de points. Il est totalement opposé, par exemple, aux manipulations génétiques, ce que je peux comprendre pour une raison morale, mais il est aussi opposé pour l'homme, en particulier PMA et GPA. Et donc, il y a de ce point de vue-là une certaine continuité dans les valeurs morales qui me paraissent fondamentales. Bon, là, on est sorti un peu du sujet quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Ah, ouais, non. Et après, il y aura officiel. Mademoiselle. Donc vous avez noté l'importance de ne pas être d'accord. Je me permets de ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord. Mais bien sûr. Ah ben oui. J'avais noté, vous parliez, donc on a beaucoup parlé du bien commun, donc voilà, et vous avez évoqué le fait que la croissance était nécessaire pour ce bien commun. Et vous avez dit la croissance crée de la richesse et donc automatiquement profite aux populations. C'est là-dessus que je suis dubitative, puisque on
on n'a que trop d'exemples justement que cette croissance ne profite pas toujours. Et aussi, vous dites que être partisan de la décroissance, c'est être partisan de la décroissance n'est pas bien, enfin, ce n'est pas bon en soi justement pour les populations parce que justement on empêche les populations justement d'avoir ce qui leur faut. Sauf que justement en ayant cette croissance, bah en fait comment dire, il y a un contre-coup à cette croissance aussi. Par exemple, je pense au fait que les seules personnes qui ont été autorisées à manifester pendant la COP26, c'était les personnes qui sont touchées par la montée des océans, etc., et qui ont des revendications extrêmement fortes. Et en se satisfaisant, comme vous disiez, de ces 2 degrés, au fond, vous vous satisfaisez de la souffrance de ces personnes. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, attendez, ne croyez pas. Mais d'abord, je trouve tout à fait légitime que vous ne soyez pas d'accord. Et je vais vous dire, heureusement que vous n'êtes pas d'accord. Ce serait même inquiétant que vous soyez trop vite d'accord. Ne croyez pas que je me satisfais des 2 degrés. Simplement, réalistement, je vois assez difficilement comment on pourra y échapper. À moins que nous ne visions quelques cataclysmes climatiques qui changent totalement la face de la Terre. Mais on a pris tellement de retard. Il y a tellement de pays qui traînent des pieds, notamment parmi les principaux émetteurs de carbone de la planète. Je veux parler des États-Unis, je veux parler de la Chine, de l'Inde dans une certaine mesure, que déjà 2 degrés, ce sera probablement pas mal. Donc ça, il faut en prendre conscience. Avec votre ancien directeur Éric Fogarassi, qui est mon maître en termes de montagne, nous avons fait un certain nombre de glaciers alpins, mais aussi pyrénéens. Très probablement, nos petits-enfants ne verront plus de glaciers dans les Pyrénées. Bon, malheureusement, je pense que la chose est à peu près inéluctable et croyez bien que je le regrette. Croyez bien que ça fait des années de COP en COP, excusez-moi, que je brocarde ces gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit et je rêvais. Alors ça y est, on y est paradoxalement. C'est le marché. Je sais si j'étais pas très partisan du marché des permis carbone. Mais nous disions tous, il faudrait arriver au moins à ce que la tonne de carbone, on arrive à $100 la tonne. Nous étions la semaine dernière, alors sur le seul marché européen, j'en conviens, on était à 96 €. Ça, j'avoue que c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, c'est circonscrit aux problèmes européens, ce qui pose des problèmes en termes de compétitivité si on ne met pas en place une taxe carbone. Donc, bon, mais sur votre première question, oui, j'ai dit que la croissance était déficitaire. Maintenant, je suis pas aveugle. Dans l'histoire, tout phénomène de croissance est porteur d'inégalité. Et ça, c'est une évidence. Il en est de la croissance comme des gens qui prennent un train. Il y a des gens qui sont capables de prendre le train, il y a des gens qui restent sur le quai. On a vu, et c'est quand même la grande bonne nouvelle de ces 30, 40 dernières années, on a vu un certain nombre de pays prendre le train, ce qu'on appelle les pays émergents. L'Asie a décollé. À mon époque, il y a 60 ans, quand on faisait des collectes, c'était pour les petits Indiens qui mouraient de faim. On parlait même pas de l'Afrique à l'époque. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, grande partie de l'Asie décolle, ce qui s'est traduit d'ailleurs dans ces pays par une certaine augmentation des inégalités, par même un économiste du nom de Schumpeter qui parlait d'un phénomène de destruction créatrice, par la destruction de vieux pans de l'économie au profit d'autres. Donc oui, et ça,
vous avez raison, la croissance, elle est porteuse d'inégalités. Il en a été de même à la fin du 19e siècle en France, lorsque l'Europe décolle à la fin du 19e, vous avez eu une augmentation des inégalités. Et comme je vous le disais, c'était pas gai d'être pauvre en France à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Faut pas se faire d'illusions. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse brûler les étapes. Et c'est dans un deuxième temps que si des États arrivent à je dirais, à un certain degré de maturité, qu'ils peuvent jouer le rôle et qu'ils peuvent rééquilibrer. À la limite, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'inégalités en Chine qu'il n'y en avait à l'époque du communisme. Ceci étant, je pense que globalement, les Chinois s'en sortent mieux. Voilà. Et la décroissance, pour moi, elle est absurde. Oui, nous pouvons, à la limite, vous voulez un exemple d'un pays qui, étant, non pas en décroissance, mais qui depuis 30 ans est en croissance zéro, et qui est un modèle pour nous, c'est le Japon. Le Japon, moi, quand je fais mes prévisions, je mets toujours zéro, parce que soit ils font plus ça, soit ils font moins 1, grossièrement, ça fait zéro. Le Japon est un pays qui a vieilli, qui commence à avoir un sacré problème d'ailleurs d'équilibre démographique, puisqu'il n'y a pas d'immigration au Japon. Et c'est un pays qui a maintenu tous ses équilibres. Alors qui a eu la chance d'être bien placé géographiquement et de profiter quelque part du moteur chinois. Mais nous sommes des Japons en devenir. Et le Japon, en particulier, me semble-t-il, a vécu beaucoup mieux un problème dont je m'approche peu à peu, étant septuagénaire depuis peu, qui est le problème des vieux. Bon. Mais parler de décroissance à un Africain, merde, non. Et parler de décroissance à l'échelle mondiale, non. Je suis désolé, mais parler de décroissance, alors oui, monsieur Montebourg, ben bien sûr, ben bon, en France, peut-être, si je suis un bobo intello de gauche, je peux me dire dans un dîner, tiens, ce serait bien, ma chère, de faire de la décroissance. Enfin, merde, c'est pas ça le monde. La décroissance, c'est le type qui se dit, ah tiens, quand avec Eric on fait de la montagne, ah, on est à 3005, le sommet est à 4000, raisonnablement on va s'arrêter. Ah non, il faut continuer. Et le monde avance. Mais c'est vrai que ça, c'est porteur d'inégalités. C'est pour ça qu'on ne doit jamais, que les États sont là pour corriger autant que se faire des inégalités, mais qu'il faut aussi, là aussi, que l'individu en tant que tel soit un facteur et soit concerné par ce bien commun. Ouais. Bon. Oui, alors, bah, allez-y très fort. Ah ben, écoutez, si votre génération y arrive, ce serait génial. Le problème, c'est que on redémarre là à une sorte de degré zéro de la gouvernance internationale. Et à la limite, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est finalement la recherche de nouveaux équilibres. En clair,
Quand j'étais gamin, le monde était simple. Il y avait l'Est et il y avait l'Ouest. Non, mais le monde était simple. Il y avait deux puissances qui s'équilibraient relativement. Et entre les deux, n'oubliez pas que l'expression tiers-monde, aujourd'hui, tiers-monde, on associe ça à la pauvreté. Mais l'expression tiers-monde, elle a été forgée par Jean Fourastier, qui était un économiste en 1954. Et l'expression de tiers-monde, c'était le troisième monde entre l'Est et l'Ouest. C'était la conférence de Bandung, où vous retrouviez l'Inde, tous les pays qui ne voulaient pas s'aligner d'un côté et de l'autre. Néanmoins, là, vous avez eu un équilibre. Ensuite, cet équilibre a été rompu par l'effondrement de l'URSS. Et on a eu à ce moment-là plus qu'un seul pouvoir impérial, qui était le pouvoir américain. Les États-Unis se sont révélés incapables. Alors, de temps en temps, ils ont des volontés messianiques, et de temps en temps, ils se replient sur eux-mêmes. Pour moi, un des pires présidents américains, même s'il était beau gosse et tout le monde l'aimait, c'était Barack Obama. Barack Obama a été une catastrophe pour le monde, et je dirais même un petit peu pour les États-Unis. N'oubliez pas que quand on a un successeur comme Trump, c'est qu'avant, il y a eu un problème. Bon. Et donc, quelque part, les États-Unis ont montré leur incapacité à assurer un ordre mondial. Et aujourd'hui, où nous voyons la résurgence des dictatures, on voit bien, Poutine, c'est pas très très important, on voit bien que derrière, si les États-Unis veulent absolument ne rien lâcher sur l'Ukraine, c'est qu'ils savent très bien qu'après avoir lâché l'Afghanistan, s'ils lâchent sur l'Ukraine, c'est une carte blanche qu'ils donnent à Xi Jinping sur Taïwan. Et on sent bien aujourd'hui que le nouvel ordre mondial, il sera quelque part entre deux puissances un petit peu impériales, une déclinante, les États-Unis, une autre montante, la Chine. Là-dedans, l'idée d'un gouvernement mondial, je dirais, regardez, les COP n'y arrivent pas. Donc, en matière d'environnement, on est d'une lenteur effroyable. En matière monétaire, n'oubliez pas qu'on vit à l'époque des années 70, de l'après-guerre, on avait des taux de change stables. C'était les États-Unis qui géraient le système monétaire international. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et on n'a plus véritablement dans ce domaine-là, dans le domaine économique, dans le domaine monétaire et financier, nous n'avons à peu près rien. Moi, je dis souvent qu'on est au degré zéro de la gouvernance mondiale. Et objectivement, oui, on peut toujours rêver, mais bon. Alors, par contre, et excusez-moi de faire un peu de politique, l'une des choses quand même dont vous héritez, la seule bonne chose dont vous héritez de votre génération, de la nôtre, puisque on a fait quand même de la croissance un peu polluante, j'en conviens, mademoiselle, et donc, quelque part, bon, on vous a fait le cadeau de l'Europe. Et l'Europe, c'est quand même une garantie. Alors, même si Bruxelles m'énerve, même si les équilibres politiques me semblent souvent difficiles à trouver, même si l'Europe, du point de vue diplomatique, est un ventre mou, au moins existe-t-elle. Et de grâce, essayez de la conserver, voire même d'aller plus loin. Merci Philippe, on va peut-être en rester là puisque je vois que l'heure tourne. En tout cas, merci pour cette conférence. C'était intéressant, je trouve, parce qu'il y a du grain à moudre derrière. Vous avez naturellement le droit de ne pas être d'accord. Hein, effectivement, l'idée, c'est de vous titiller un peu sur un certain nombre de sujets. C'est l'objet de ces conférences-là, de vous ouvrir sur le monde. Mais en tout cas, merci pour ces différents aspects que vous avez pu effectivement présenter. Je pense qu'on peut l'applaudir, effectivement, et le remercier.